Bienvenue sur Africamtech, la chaîne qui vous montre les coulisses du biomédical. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va voir quelque chose d'ultra important. Donc il faudrait vraiment bien vous asseoir, prendre tout votre temps et veiller à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que nous allons voir l'une des plus grandes notions, n'est-ce pas, du labo. Il s'agit tout simplement d'un gros équipement, comme vous pouvez le voir là, il s'agit d'un spectrophotomètre et nous allons voir deux. Donc un spectrophotomètre tout simple qui nous permet de faire des examens de biochimie tout simplement, et nous allons voir un autre, un automate de biochimie. Donc c'est comme un spectrophotomètre mais à l'échelle beaucoup plus gros. Il permet de faire jusqu'à 240 examens à la fois. Donc c'est un automate colossal. Et vraiment là, ce sont les parties les plus importantes, n'est-ce pas, du labo que nous avons déjà commencé à attaquer. Donc nous avons vu les équipements simples. Je vous mettrai les liens de ces vidéos là en description où nous avons donc étudié les équipements simples tels que les microscopes qui sont là. Nous avons jusqu'à deux là. Et également les centrifugeuses. Donc nous les avons vraiment étudié toutes les parties technologiques et c'était les équipements simples. Donc c'était comme l'introduction quoi. Donc nous évoluons et nous allons voir les choses encore beaucoup plus profondes et beaucoup plus colossaux du labo. Et il s'agit, n'est-ce pas, des automates de biochimie. Donc les gars, prenez tout votre temps, asseyez-vous, soyez concentrés jusqu'au bout et regardez cette vidéo vraiment avec toute votre attention. Et si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je serai ravi, n'est-ce pas, de pouvoir vous les répondre. Et oui les gars, une petite précision avant de continuer. Vous savez que sur Africamtech, nous sommes donc des techniciens et des ingénieurs du biomédical. Donc ceci dit, nous n'allons pas nous attarder sur la partie examen comme le font des techniciens de laboratoire ou bien des médecins biologistes, non. Nous allons nous attarder sur la partie technologie, sur la partie maintenance. Donc au cas où si votre équipement il est en panne, vous êtes en mesure de pouvoir le remettre en pension. Donc là c'est le but et le rôle de notre vidéo. Donc seconde petite précision également qu'il faudra faire, c'est que en ce qui concerne cette partie, il faudrait savoir que les équipements de laboratoire tels que les spectrophotomètres ou bien les automates de biochimie, ils ont, n'est-ce pas, si on peut les scinder comme en deux grandes parties, hein, si vous pouvez me permettre cela, pour pouvoir mieux expliquer, n'est-ce pas, son fonctionnement, c'est qu'il y a une partie qui est essentiellement consacrée au calibrage. Ouais, donc là c'est une partie soft, une partie logicielle où on va calibrer l'appareil avec, n'est-ce pas, ces différents réactifs. Donc, et il y a également une seconde partie maintenant qui est l'aspect matériel. Donc, comment l'équipement fonctionne, qu'est-ce qu'il emploie, quels sont, n'est-ce pas, les différents éléments, les différents phénomènes physiques ou bien chimiques qu'il utilise, n'est-ce pas, pour faire des examens. Donc, c'est un peu comme en informatique, on va parler, n'est-ce pas, de la partie soft et de la partie hardware. Donc, software et hardware, dans la partie logicielle et la partie matérielle. Donc, en ce qui concerne la partie logicielle, c'est-à-dire où on va faire les calibrages et tout le reste, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, nous allons voir toute la partie hardware, dans la partie matérielle, dans le principe de fonctionnement, tous les phénomènes physiques que cette machine utilise, n'est-ce pas, pour pouvoir faire ces examens. Donc, il faut d'abord que vous le compreniez d'abord avant de pouvoir entamer les parties calibration et tout le reste. Donc, les gars, vraiment, soyez hyper concentré, regardez tout jusqu'au bout, c'est vraiment les choses les plus importantes déjà qui commencent. Ok les gars, et également une dernière autre précision avant que je ne l'oublie parce que je serais emporté là à expliquer les choses et au final je pourrais oublier certaines choses. C'est que j'aimerais d'abord préciser parce que je sais qu'il y aura bon nombre d'entre vous qui sont encore des étudiants et qui ne vont pas peut-être trop comprendre le rôle de cet équipement. Donc il faudrait donc savoir que c'est un équipement qui permet de faire, n'est-ce pas, des examens, des analyses de biochimie. Donc pour cela, vous pouvez faire vous-même quelques petites recherches sur Google, taper quels sont les examens de biochimie qu'on peut faire. Hein. Là-bas, c'est le domaine des biologistes. Nous ne sommes pas des biologistes. Là-bas, ce n'est pas notre travail, mais pour vous donner des idées, n'est-ce pas, d'examens que cela peut faire, il y a des examens tels que l'urécréa qui permet, n'est-ce pas, de détecter l'insuffisance rénale. Donc c'est un examen qu'on le fait pour pouvoir voir si le rein d'un patient fonctionne encore correctement. Et l'autre examen également, il y a l'azatalate, qui est un examen qu'on fait pour pouvoir explorer, n'est-ce pas, le foie. Donc pour voir si le foie également un peu plus bien fonctionne. Donc il y a encore toute une autre panoplie d'examens qu'on peut faire. Et vous-même, je vous laisse le soin, n'est-ce pas, de pouvoir vous renseigner dans l'hôpital le plus proche de chez vous, hein, rencontrer un médecin biologiste et poser des questions ou bien chercher sur Google et vous verrez la suite. Donc là-bas, ce n'est pas le sujet de notre étude. Alors tout de suite, donc, passons et je vais vous présenter donc l'équipement proprement dit. Allez, c'est parti. Et oui les gars, comme je vous l'ai déjà dit, que nous allons voir, n'est-ce pas, deux équipements d'appareils de biochimie, n'est-ce pas, voici donc le premier qui est le
le spectrophotomètre Mindray, comme vous pouvez voir là. Donc je vais vous présenter cela. C'est le plus simple, le plus basique. Ensuite nous allons passer maintenant à l'automate qui peut faire jusqu'à 240 examens. Donc ici à ce niveau-ci, voici donc comment il se présente. Là nous avons donc un écran qui est tout simplement tactile. Vous voyez, voilà son stylet là, avec lequel on peut le manipuler et tout, et c'est là que tous les résultats des examens s'affichent et tout. On va pas que des détails là-bas. Ici c'est au niveau de l'imprimante où on peut imprimer, n'est-ce pas, les résultats. À ce niveau-ci nous avons dans le bec d'aspiration. Donc lorsque nous avons dans des échantillons comme ceci, comme vous pouvez voir là dans des tubes là, alors c'est donc à ce niveau on met dans l'échantillon là et puis on appuie et il est directement aspiré dans la machine pour pouvoir faire l'examen. Donc même si vous ne le comprenez pas pour le moment, nous allons donc faire je vais vous détailler fortement tout le principe de fonctionnement et vous allez tout comprendre. Donc c'est pourquoi il faut vraiment rester scotché à cette vidéo jusqu'à la fin. Il faut vraiment prêter toute l'attention. Et donc au niveau donc de l'arrière, là au niveau de l'arrière, ici c'est un connecteur VGA pour pouvoir connecter un écran. Donc si on veut utiliser un écran d'ordinateur, on peut le connecter là via VGA. Et également à ce niveau-ci nous avons donc la sortie pour les déchets, donc waste. Là c'est pour les déchets tout simplement. Et là nous avons encore le port pour l'alimentation. Tout simplement. Et oui les gars, il faut savoir qu'il permet de faire, n'est-ce pas, des examens de biochimie tels que l'urée créa, qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir observer sur le bon fonctionnement, n'est-ce pas, des reins. Et il permet encore de faire plein d'autres types d'examens. Donc, et oui les gars, comme vous avez vu le tout premier équipement là, non, on va donc passer au deuxième et vous allez donc voir l'automate proprement dit. Donc je vais vous montrer donc l'automate de biochimie qui permet de faire jusqu'à 240 examens, qui est le Kenza 240. Alors c'est parti. Et oui les gars, voici tout le poste du second automate. Celui-ci c'est vraiment l'automate de biochimie. Donc il fait ce que la toute petite machine l'a fait, mais lui le fait en plus grand. Lui son nom c'est le Kenza 240, ça veut dire qu'il peut faire passer 240 échantillons à la fois. Vous comprenez, c'est du colossal là. Et là, voici donc tout son unité. Là, c'est son imprimante pour imprimer les résultats. Ici, c'est donc son écran incubé avec de l'ordinateur. Donc, c'est un écran ordinateur au même moment. Là, c'est le clavier et tout. Et voici en fait l'appareil proprement dit. Donc, je vais le présenter. Donc je vais vous le présenter d'abord. Ici nous avons donc la vitre qui nous permet, n'est-ce pas, d'observer l'intérieur. Je vais l'ouvrir et vous allez le regarder. On va voir l'intérieur. Voilà tout son extérieur là. À ce niveau-ci nous avons donc deux bidons. Là c'est le bidon pour l'eau, parce que quand l'examen se fait après, la machine a besoin de cela pour nettoyer. Et il y a également le bidon de waste. Donc là c'est pour les déchets. Donc lorsqu'il lave à la fin, il fait donc les déchets. Et voilà donc les différents connecteurs de cela à ce niveau-ci. Donc nous allons passer à l'arrière de la machine et je vais vous montrer d'autres informations. Donc, et oui les gars, nous voici donc à l'arrière de notre Kenza. Et on voit là c'est donc le port d'alimentation tout simplement. Là c'est le bouton power. Et ici là c'est tout simplement le connecteur VGA. C'est le connecteur qui nous permet, n'est-ce pas, de le relier au niveau de l'ordinateur tout simplement. Et là c'est l'imprimante et tout simplement. Et oui les gars, voilà donc j'ouvre donc là le capot pour vous le présenter. Voilà donc comment il se présente à l'intérieur. Il y a donc des petits verrons là qui permettent de le maintenir en place. Et à ce niveau-ci là, donc on dit ici là don't touch. Donc en fait ce composant, si il est en mouvement, c'est ça qu'on dit à ce niveau-ci là. On donne vraiment cela. On dit ne pas poser les mains. Donc oui les gars, c'est là qu'on spécifie à ce niveau-ci là que c'est une pièce en mouvement. Donc on ne doit pas du tout y toucher. Et là vous pouvez tout simplement voir là, comme vous pouvez tout simplement constater, lui c'est donc lui qui va donc faire du mouvement pour venir à ce niveau-ci. Vous voyez comme il fait du mouvement à ce niveau-ci là pour pouvoir piéger, récupérer l'échantillon à ce niveau-ci. Donc lorsqu'on ouvre, donc, vous pouvez donc voir donc, tous les différents échantillons qui sont là. Chaque échantillon là, n'est-ce pas, c'est pour chaque différent examen qu'il pourra faire tout simplement. Ok, et à ce niveau-ci vous pouvez encore voir les différentes autres aiguilles qui permettent, n'est-ce pas, de prélever pour davantage l'examen. Donc comme vous pouvez le voir tout simplement là, tout. Allez, c'est bon. Et oui mes ingénieurs bio, comme vous pouvez le voir là, nous sommes posés sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer, n'est-ce pas, tout le principe de fonctionnement du spectrophotomètre. Donc comme vous voyez cette image ici là, cela va nous expliquer, voici tout le spectrophotomètre, donc toute la technologie interne du spectrophotomètre, le voici. Donc si vous le comprenez, je vais vous le décortiquer pas à pas, et si vous le comprenez, je vous assure les gars, c'est-à-dire, si vous le comprenez, je vous assure les gars que rien ne sera plus un secret
pour vous en ce qui concerne, n'est-ce pas, les automates de biochimie ou bien la spectroscopie ou bien même le spectrophotomètre, bien sûr. Donc, à ce niveau-ci, pour comprendre cela, il faudrait savoir que la spectroscopie, n'est-ce pas, est un examen alors qui repose énormément sur la loi d'un célèbre homme dont le nom est tout simplement B. Lambert. Vous voyez, voilà, c'est la loi de B. Lambert. Je ne sais pas où on dit c'est B. Lambert ou c'est B. Lambert. Je ne sais pas moi, comme tel que vous le voyez là, vous pouvez le lire. C'était un très très grand chercheur. Et maintenant, donc, sur quoi est-ce que sa loi repose? Le voici en fait à ce niveau-ci là. Ne soyez pas effrayés les gars, ne voyez pas tous les chiffres et puis vous, ça vous décourage. Non, non, non. Je vais vous l'expliquer tout simplement et c'est très très facile et vous le comprendrez. Sachez déjà pour commencer que, parce que je veux commencer vraiment par le commencement, mais pour que vous le compreniez d'abord, il y a deux grandes notions. Il y a la transmittance ou bien la transmission. Il y a la transmittance ou bien la transmission et il y a enfin l'absorbance ou la densité optique. Très bien. Donc en fait, ce qu'il faut donc comprendre, c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait un examen de biochimie tel que la spectroscopie, il faut savoir que l'élément qu'on mesure, en fait, c'est quoi? C'est l'absorbance d'une solution ou bien la densité optique. C'est ça qu'on mesure et le voici en fait à ce niveau-ci là. Donc c'est cet élément qu'on mesure. Et maintenant, donc, pour bien le travailler, il y a également cette notion qu'on appelle la transmittance. Et vous allez le comprendre. Et c'est en fait un célèbre homme dont le nom est B. Lambert qui l'a trouvé et dont on a voyé toute la spectroscopie, toute la biochimie telle qu'on le connaît, c'était grâce à cet homme et c'est grâce à cette simple loi que vous le voyez et je vais vous le décortiquer et vous allez le comprendre. Donc, revenons sur notre schéma du départ et je vais vous expliquer cela. Ouais, voilà, nous voici à ce niveau-ci. Donc, en fait, quel est le principe? À ce niveau-ci, nous avons une source de lumière qui est polychromatique. Lorsqu'on dit qu'une source de lumière elle est polychromatique, ça veut dire qu'elle peut émettre plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs raies. Elle émet toute, comment je vais dire, tout le spectre électromagnétique parce que nous savons tous les 7 couleurs qui constituent l'arc-en-ciel en fait. Donc, cette lumière-ci, elle émet en fait tout cela. Maintenant, à ce niveau-ci, nous avons donc un monochromateur. Le monochromateur a donc pour rôle de rendre cette source de lumière polychromatique à une source de lumière monochromatique, c'est-à-dire constituée d'un seul faisceau lumineux ou alors d'une seule raie. Vous voyez, d'une seule, bon, parce qu'à ce niveau-ci, il faudrait savoir que dans tout le spectre électromagnétique, cela, chacun correspond, n'est-ce pas, à chaque domaine a ce qu'on appelle sa fréquence qui lui est propre ou bien sa longueur d'onde. Et vous voyez, bon, et maintenant, donc, ce qui nous intéresse souvent, généralement, les examens de biochimie sont faits dans l'UV, c'est-à-dire l'ultraviolet, ou bien dans l'IR, c'est-à-dire l'infrarouge. Et vous voyez que cela dépend justement de quoi? De leur longueur d'onde à ce niveau-ci. Donc, tel que vous voyez les craies interrompues là, cela montre en fait toute la source de lumière polychromatique, c'est-à-dire que le prisme le disperse, parce que nous savons que c'est ça le rôle d'un prisme. Il disperse, n'est-ce pas, la lumière blanche dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il disperse cette lumière-là telle que vous le voyez par les craies interrompues. Mais puisque nous, on fait l'examen et qu'on a besoin d'une seule source, on a besoin d'une seule raie, c'est donc pourquoi nous avons à ce niveau-ci un diaphragme qui ne laisse passer qu'une seule raie. Vous voyez, donc de tout le spectre électromagnétique, il n'y a qu'une seule source qui est donc quoi? Monochromatique. C'est pour ça qu'on nous dit monochromateur, parce qu'il permet de rendre une source de lumière polychromatique à une source de lumière monochromatique. Donc ça veut dire qu'à la fin nous avons donc une seule raie qui passe. Et maintenant il y a une chose que vous devez comprendre, c'est qu'à ce niveau, si nous faisons l'examen ici, ça peut être soit dans l'IR, parce que c'est généralement dans ces deux grandes fréquences là ou dans ces deux grandes longueurs d'onde là que la spectroscopie se fait, soit dans l'IR, c'est-à-dire l'infrarouge, ou bien dans le UV, l'ultraviolet. Dans le cas, si c'est dans le cas de l'ultraviolet, c'est pourquoi vous voulez qu'on ait un peu essayer de mettre la couleur un peu verte quoi. À ce niveau, c'est donc très important, élément très important, c'est pourquoi j'ai zoomé sur lui. Nous avons ici I0. I0 représente donc la source de lumière incidente, c'est-à-dire la source de lumière qui sort de notre monochromateur qui vient justement. Et à ce niveau-ci que vous voyez, c'est tout simplement une cuve. Vous voyez là, c'est la cuve. Donc tout ce que vous voyez c'est pour ça en bleu là, c'est la cuve. Et là, à l'intérieur, ce que vous voyez à l'intérieur, c'est l'échantillon. Donc là, c'est notre échantillon que nous voulons mesurer. Et nous avons dit que quand on veut faire un examen de biochimie, qu'est-ce qu'on fait en fait? On est tout simplement en train de mesurer sa concentration. Donc, c'est la concentration d'une solution qu'on le fait. Ça veut dire que lorsqu'on prélève un malade, que ce soit son sang ou bien n'importe quel échantillon que nous avons, et qu'on le fait passer dans
dans un spectrophotomètre, le but à la fin, c'est d'obtenir quoi? C'est d'obtenir la concentration de l'échantillon. Le but est d'obtenir la concentration de l'échantillon que nous avons fait passer dans notre spectrophotomètre. Vous voyez, ça veut dire si c'est un examen, par exemple, comme j'ai cité au début, de l'urée-créa, ça veut dire que lorsqu'on prend le sang de notre patient, ou bien, je ne sais pas moi, l'échantillon adéquat, et qu'on le fait donc passer dans le spectrophotomètre va mesurer, va quantifier, n'est-ce pas, la concentration de l'urée-créa, ou bien même c'est pour l'azatalate, il va quantifier, n'est-ce pas, pour l'azatalate et nous donner, et pour nous dire que bon, pour tel échantillon, voici la quantité d'azatalate qui est dedans, pour tel échantillon, voici la quantité, je ne sais pas moi, d'urée-créa, ou bien de n'importe quel type d'examen qu'on veut faire, vous voyez, ça veut dire que le but est de le quantifier, c'est de le doser, c'est de déterminer la concentration. Très bien. Parce que je spécifie cela parce que cela est très important pour le comprendre à ce niveau. Ça veut dire, à ce niveau, nous avons dans notre échantillon qui est là. Et là, nous avons dans une cuve dans laquelle se trouve notre échantillon. La source de lumière I0, qui est monochromatique, qui peut être dans de l'IR, c'est-à-dire de l'infrarouge, ou bien de l'UV, de l'ultraviolet, va donc traverser notre solution. Je vais zoomer et vous allez observer quelque chose de très important. Si vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Une partie de la source de lumière incidente I0 sera absorbée par notre échantillon. Et une autre partie va passer. Et cette autre partie qui va sortir, ça qu'on va appeler I, qui est en fait le rayon transmis, le rayonnement transmis si vous le voulez. Et si vous remarquez, c'est que ici, vous voyez, on essaie d'illustrer quelque chose là même sur le schéma, c'est que ici il est très très vert, mais lorsqu'il sort là, il est un peu d'un vert transparent, ça veut dire que ce n'est plus trop concentré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire seulement que plus l'échantillon elle est concentré à ce niveau-ci, plus elle va absorber de la lumière, et là c'est normal, c'est compréhensible même pour tout le monde. Vous-même pouvez faire cette expérience là chez vous à la maison. Vous prenez un verre transparent et vous, je ne sais pas moi, vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous teintez cette eau là, vous ajoutez, n'est-ce pas, d'autres substances, ça peut être même une peinture ou bien je ne sais trop quel autre élément, de manière à teinter cette eau là, et qui va être l'exemple de notre échantillon. Si vous prenez par exemple votre torche ou bien vous allumez la torche de votre smartphone et vous torchez, n'est-ce pas, ce verre d'eau là qui a été, n'est-ce pas, teinté, vous remarquerez que plus cette eau elle est teintée, plus la lumière sera absorbée et une faible quantité de lumière sortira. Bon, pour mieux appréhender aussi cela, il faudrait, si vous prenez un tissu, c'est-à-dire si vous prenez un tissu et que vous le torchez, vous remarquez que la lumière sortira, mais elle ne sera plus assez forte. Pourquoi? Parce que le tissu a absorbé une partie de la lumière. Et c'est justement ce qui est fait ici. Donc, plus l'échantillon elle est concentré, plus la lumière sera absorbée et une faible quantité sortira. Ok? Mais si elle est moins concentrée, alors moins elle absorbera de lumière et une grande quantité de lumière sortira. Très bien. Et cette lumière qui sort dans ça qu'on appelle dans le rayonnement transmis. Et maintenant, à ce niveau, si nous avons donc un détecteur, le détecteur, en fait, c'est une cellule photoélectrique. Une cellule photoélectrique, c'est un composant électronique, en fait, qui est sensible à la lumière. Hein. Vous voyez là, ça veut dire, puisque la lumière sort à ce niveau, il va capter cette lumière-ci et en fonction de l'éclairement ou bien de l'éclairage qui sort là, il va générer une tension qui sera une tension électrique ou bien un courant électrique qui sera proportionnel au rayonnement qu'il a capté à ce niveau. Et ce rayonnement-là, n'est-ce pas, sera donc amplifié au niveau par un amplificateur et affiché donc au niveau de l'écran, c'est qui est tout simplement la A. Ça dit que au niveau de cela veut dire ça affiche quoi? L'absorbance. Et l'absorbance est proportionnelle à la concentration. C'est ce que nous avons vu à ce niveau. Nous avons dit que si plus la solution elle est concentrée, plus elle va absorber. Ça veut donc dire qu'on mesure donc quoi? L'absorbance qui en fait constituera quoi? La concentration de notre solution. Et si moins elle est concentrée, moins elle absorbera de lumière et cela nous indiquera. Alors je vais donc vous montrer une autre image à ce niveau-ci d'abord avant de revenir là. Vous voyez à ce niveau-ci, voici donc l'image qui explique exactement ce que fait le monochromateur. Vous voyez, ici nous avons donc notre source de lumière qui passe là. Nous avons ici une fente, oui, l'optique, très bien. Voici ce qui nous intéresse. Ça, c'est un prisme. Vous voyez comment est-ce qu'il disperse cette lumière dans toutes les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais puisque nous avons dit qu'on ne veut faire notre examen que dans l'ultraviolet, dans l'UV, ou bien si c'était un autre d'autres types de biochimie qu'on veut faire dans l'IR pour d'autres types d'équipements, alors c'est uniquement soit l'UV, soit l'IR qui passera. Et vous voyez qu'à ce niveau, nous avons dans le monochromateur, vous voyez que tout ça, c'est l'ensemble, c'est le bloc monochromateur, parce que le but est de sortir une seule raie, une seule lumière. Et vous voyez que cela passe dans la cuve, elle est absorbée. Pareil, à ce niveau, vous voyez que là, c'est foncé, mais là, c'est peu trop clair. Donc, elle est donc absorbée là. Et le rayonnement transmis est donc à ce niveau-ci
détecté là par le détecteur et amplifié et affiché au niveau donc de l'écran et nous pouvons voir cela comme notre examen. Je vais donc revenir donc enfin sur la loi de B-Lambert en question et je vais vous le montrer. C'est quelque chose de très important. Je ne peux pas ne pas vous le montrer parce que si je ne vous le montre pas, c'est que je ne vous ai en fait rien montré dans cette vidéo. Si dans cette vidéo, si vous retenez ce principe, vous avez tout compris, n'est-ce pas, de la spectroscopie et vous avez tout compris, n'est-ce pas, sur les spectrophotomètres. Donc à ce niveau-ci, voici exactement ce que Bill Lambert dit. Ici, nous avons donc ce que nous avons vu tout à l'heure, notre source, notre bac, notre cuve qui est là, et nous avons donc notre échantillon qui est contenu dans notre cuve. C'est-à-dire ça qu'on dit substance en solution à la concentration C. Voilà, vous voyez que voilà notre échantillon qui est là. Ici, nous avons notre source de lumière incidente, I0, qui va donc traverser l'échantillon. En fonction donc de la concentration de l'échantillon, la lumière I0 sera donc plus ou moins absorbée et une fine partie sortira, qu'on va appeler I, qui est quoi? Le faisceau transmis. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le faisceau lumineux transmis d'intensité. On appelle ça le rayonnement transmis. Très bien. Alors, voici donc maintenant donc ce que Bill Lambert dit. La transmittance donc, ou la transmission est tout simplement nommée T, qui est égal à quoi? À I, qui est le rayonnement transmis sur I0 qui est le rayonnement incident, le tout multiplié par 1000. Et enfin, donc maintenant le plus grand, voici donc la concentration. Voici ce que fait donc exactement le spectrophotomètre. Donc l'examen qu'on obtient à la fin, le résultat de l'examen qu'on obtient à la fin, voici le calcul mathématique que fait le spectrophotomètre pour pouvoir le donner à la fin, pour pouvoir l'afficher sur l'écran ou bien l'imprimer de manière à ce que le médecin peut exactement savoir la concentration de la solution sur le malade dont il a prélevé. Donc ici nous voyons l'absorbance ou bien la densité optique qui est nommée A, qui est égale à quoi? Au logarithme de base 10 de I0 qui est le rayonnement incident sur I qui est le rayonnement transmis. Donc les gars, si vous retenez ceci, vous avez tout compris. J'espère vraiment que j'ai été très clair. Si vous n'avez pas compris, mettez pause, revenez et comprenez très bien. Et vous voyez que tout cela, c'est grâce à un très grand homme dont le nom est Bill Lambert. Donc, c'est grâce à lui que toute la spectroscopie, tous les spectrophotomètres peuvent fonctionner. Et vraiment, c'est très fabuleux. Donc, si vous le comprenez, vous avez tout compris sur les spectrophotomètres. Donc, nous allons revenir donc et je vais vous montrer donc maintenant les précautions à prendre donc sur les spectrophotomètres. Et c'est parti. Ok les gars, maintenant qu'on vous a présenté l'équipement, qu'on vous a présenté son principe de fonctionnement et que vous connaissez exactement comment est-ce que l'équipement fonctionne, alors donc nous allons vous présenter donc, les quelques contre-indications, n'est-ce pas, sur cet équipement. Donc quelles sont les mesures, n'est-ce pas, à prendre de cet équipement pour davantage, pour qu'il dure bien sûr, et également pour conserver, n'est-ce pas, ses réactifs. Donc ça que nous allons voir tout de suite là maintenant. Et oui les gars, l'une des choses importantes qu'il faudrait faire, n'est-ce pas, sur cet équipement, c'est que lorsqu'il n'est pas utilisé pour longtemps, alors qu'est-ce qu'il faudrait le faire? Il faudrait, n'est-ce pas, bon comme vous voyez là, c'est un peu en arrêt là, c'est éteint là. Qu'est-ce qu'il faudrait le faire? Il faudrait, n'est-ce pas, retirer tout le bloc, n'est-ce pas, des réactifs à l'intérieur et les garder. Parce que tous les bidons que nous avons vus, on va les retirer, n'est-ce pas, et pour les garder. Ça c'est déjà connu que tous les réactifs, n'est-ce pas, sont conservés, n'est-ce pas, dans des réfrigérateurs adéquats, dans des réfrigérateurs de laboratoire. Parce que déjà les gars, si vous ne le savez pas, n'est-ce pas, tous les réactifs, n'est-ce pas, doivent se conserver vraiment à cette température vraiment très précise, des températures de laboratoire, bien dans des puissants réfrigérateurs adaptés de laboratoire. Donc lorsque donc notre équipement comme ceci peut donc rester un peu plus longtemps sans fonctionner, par exemple il peut arriver des moments où il n'y en a pas assez d'examens. On a dit que lui peut faire jusqu'à 240 examens. Donc là c'est lorsque vraiment il y a une forte demande, n'est-ce pas, d'examens à le faire. Et bon, si c'est que ce n'est que les quelques-uns, 5 examens à passer, on peut directement le passer un à un sur le petit équipement. Donc lorsque donc il reste donc longtemps sans être utilisé pour une raison quelconque, peut-être même pour une raison même de maintenance, alors il faudrait, n'est-ce pas, retirer tout le coupole, n'est-ce pas, à l'intérieur, comme je vais vous le montrer là, et n'est-ce pas, le garder dans le réfrigérateur. Donc vous allez le voir avec les autres réactifs, comme vous pouvez le voir tout simplement là en image et en vidéo les gars. Allez, tchou. Donc on les garde comme ceci, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, oui, c'est pour le bon fonctionnement. Il ne faut jamais les laisser à l'intérieur comme ça, ils doivent toujours être conditionnés. Allez. Et oui les gars, comme on parlait, n'est-ce pas, de quelques actions de maintenance qu'il faudra faire, c'est toujours là, vous voyez là, il faudrait toujours se rassurer qu'il y a du water à l'intérieur, c'est-à-dire de l'eau, se rassurer, n'est-ce pas, de pouvoir vider, n'est-ce pas, les bidons, n'est-ce pas, les déchets lorsque c'est plein. Et également l'une des protections électriques que nous avons à ce niveau-ci, c'est que nous avons, n'est-ce pas, installé là un puissant onduleur.
Et oui les gars, pour la protection électrique, comme vous pouvez voir là, nous sommes équipés, n'est-ce pas, d'un puissant onduleur de 2500 watts. Hein. Ouais, de 2500 watts. Et n'est-ce pas, avec jusqu'à 14 ampères. Donc vous voyez, c'est puissant. C'est vrai que c'est surdimensionné pour l'équipement, mais c'est toujours utile. Là, cela nous permet non seulement de protéger contre les surtensions, mais aussi contre les coupures intempestives de courant. Donc lorsqu'il y a coupure, il prend la relève en attendant que peut-être le groupe électrogène peut démarrer et tout. Donc c'est vraiment utile et très très important. Et oui les gars, parvenus à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous aurez énormément appris, n'est-ce pas, de cette vidéo. C'est comme je vous l'ai précisé, c'est vrai qu'il y a encore tellement beaucoup de choses à dire dessus, mais là nous avons survolé. Donc maintenant vous connaissez les plus grandes notions de la biochimie et vous connaissez les plus puissants équipements utilisés, n'est-ce pas, en laboratoire pour faire des examens de biochimie. Et là, vraiment, je vous ai montré le cas le plus simple, un spectrophotomètre simple, et également un Kenza 240, un automate de biochimie qui permet de faire jusqu'à 240 examens à la fois. Donc, c'est vraiment colossal, c'est du lourd. Donc, je sais qu'avec cela, déjà, vous avez quelques notions. Et dans les prochaines vidéos également, nous pourrons encore entrer beaucoup plus en profondeur pour essayer, n'est-ce pas, de voir la partie software, la partie calibrage et la partie, n'est-ce pas, des réglages et tout. Donc oui les gars, vraiment, si c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas compris, laisse-les moi en commentaire et je serai ravi de pouvoir te répondre. Et si c'est ta première fois d'être ici sur Africamtech, c'est la chaîne des techniciens et des ingénieurs du biomédical. Jamel Modeste, c'est mon nom et je suis technicien biomédical. Donc si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je serai ravi, n'est-ce pas, de pouvoir vous les répondre. Et si c'est votre première fois, n'est-ce pas, d'être sur Africamtech, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les gars. Je veux que si c'est que ça vous a vraiment plu, laissez les commentaires, ça me fera plaisir et ça pourra référencer la vidéo et ça pourra aider un maximum de personnes. Allez, surtout les gars, n'oubliez pas, sortez, techniquez et sauvez les vies.